vous pouvez m'indiquer que vous m'entendez bien, s'il vous plaît, en répondant dans le chat. Alors, je n'ai pas encore de réponse. Alors, est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, très bien, tout le monde m'entend. Donc, je vous remercie de nous rejoindre pour ce sujet d'actualité. Je pense que déjà un certain nombre d'entre vous vous êtes posé des questions sur l'impact du coronavirus sur vos comptes de 2019. Donc, nous y reviendrons brièvement, mais nous allons surtout vous parler des impacts que cette pandémie peut avoir sur vos comptes de 2020 et plus particulièrement sur les comptes intermédiaires de juin 2020. Donc, je voulais quand même vous indiquer que parce que voilà, nous sommes aussi touchés d'un point de vue pratique et technique, nous sommes soit en home office, soit enfin, à des endroits différents. Donc nous allons maintenant couper notre caméra pour que la diffusion soit plus facile et nous reviendrons à la fin pour les questions pour la phase questions-réponses. Donc, je vais présenter ce webinaire avec Monsieur Pierre-Maxime Rejol, qui est gérant du cabinet ITAC. Et moi-même, je suis responsable des normes de consolidation au niveau pour la société Talentia. Bonjour à tous. Alors, dans un premier temps, nous reviendrons sur les textes applicables et notamment la recommandation de l'ANC. Nous verrons quand et comment présenter l'information, une information pertinente sur les conséquences des effets de l'événement Covid-19 sur les comptes. Et ensuite, nous verrons de façon détaillée les conséquences sur la reconnaissance et l'évaluation des actifs, passifs, produits et charges. Et donc, je voulais vous indiquer que notre support est très fourni. Du coup, peut-être nous allons passer rapidement sur certains points, mais rassurez-vous, nous allons vous diffuser cette présentation à la fin du webinaire. Ensuite, on reviendra rapidement sur qui nous sommes et on passera sur une partie questions-réponses. Donc, je voulais vous indiquer que nous allons faire la présentation. Et ensuite, eh bien, on pourra passer à une phase de questions-réponses. Cependant, si vous en avez au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat. Nous reviendrons sur ces questions. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Pierre-Maxime Rejol pour cette présentation et je reviendrai, moi, au fur et à mesure si il y a des impacts sur voilà, le logiciel de consolidation. Pierre-Maxime, c'est à toi. C'est à moi. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravi d'être ici. Je vais vous présenter rapidement les points qui concernent les impacts du Covid ou de la Covid-19, je crois qu'on dit comme ça. Il faut savoir que la pandémie a touché nos entreprises à des degrés divers, à des formes diverses, et il a été assez difficile pour les autorités comptables de pouvoir synthétiser en fait tous les impacts secteur par secteur, que ce soit l'assurance, la banque, l'industrie, l'aviation et tout ça. Du coup, l'ANC, l'autorité des normes comptables, le board IFRS, ainsi que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, se sont entendus pour pondre un certain nombre de normes, dont chacun des pavés fait à peu près une centaine de pages et vous seront communiqués à la fin de la présentation. Et l'objectif ici est de vous présenter très rapidement les, on va dire, 10 à 15 points importants à retenir pour pouvoir manœuvrer pour les IFRS, notamment pour les clôtures du 30 juin 2020. Alors, Valérie, si vous... Alors, je passe... Tac. Valérie, est-ce que vous pouvez passer la diapo suivante? Ouais. Alors, juste pour rappeler
pour rappeler l'impact sur la Covid, l'impact Covid 2019 commence à partir du 11 mars 2020. Avant le 11 mars, il n'y a pas d'état d'urgence de l'OMS, vous n'êtes pas impacté, vous n'avez aucune diligence à faire concernant la Covid-19. Par contre, à partir du déclenchement de la pandémie par l'OMS et ensuite le confinement déclaré par le gouvernement, vous êtes impacté par la Covid-19. Donc, si jamais vous avez eu des comptes, comment ça s'appelle, clos au 31 mars 2020, à ce moment-là, vous devez appliquer les règles spécifiques prévues. Alors, simplement, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas encore terminé leur compte 31/12/2019, il n'y a aucun impact dans les comptes sur les actifs et passifs et à prendre en compte sur les comptes du 31/12/2019. En revanche, au titre des événements postérieurs à la clôture d'exercice, vous devez fournir une annexe vraiment très importante sur les conséquences de l'épidémie. Si cette annexe, notamment, vous l'avez terminée au cours du mois de mars jusqu'à, on va dire, au mois de juin. Donc, vous devez avoir des informations sur la baisse des ventes, la perte des contrats, les clauses spécifiques, éventuellement les covenants bancaires, la renégociation des comptes, des dettes, les délais de paiement, enfin, toute chose significative par activité qui donne de l'information au lecteur de l'annexe. En revanche, et je le rappelle, pas d'impact sur les états financiers du 31/12/2019, que vous soyez en norme française ou en norme IFRS. Alors, Valérie, je vous laisse passer la suivante. Il y a un petit décalage. Voilà, un petit décalage, oui, effectivement. Attendez, je reviens. Donc, juste une chose. À partir du 30 juin 2020, vous allez présenter des comptes impactés par la Covid-19. Si vous pouvez, voilà. Donc, plusieurs questions se posent. Comment je peux présenter mes états financiers, sachant que mon chiffre d'affaires a été touché, sachant que mes charges ont baissé, sachant que j'ai eu un certain nombre d'aides financières du gouvernement ou autres. Et puis, ça peut être le gouvernement français. Chaque pays a eu ses aides et ses crédits d'impôt spécifiques. Et tout ça doit être traduit dans les comptes. Alors, en premier lieu, ce qu'il faut écarter, c'est la présentation d'une information pro forma. C'est-à-dire que l'information pro forma n'est pas recommandée ou autorisée par l'IAS 1. Donc, à partir du moment où vous avez des impacts sur tous les comptes de manière diffuse, vous devez les présenter tels quels, sans retraitement particulier. D'accord? Et pour les normes françaises, par exemple, vous n'êtes pas autorisé à aller mettre votre sous-activité ou un certain nombre de choses dans le résultat exceptionnel. Donc vraiment, vous devez présenter les comptes tels que vous avez vendus. Si vous aviez 2 mois de chiffre d'affaires, janvier, février, parfaitement à l'équilibre et qu'au mois de mars, le chiffre d'affaires s'effondre, vous devez le présenter tel qu'il est et non pas tel qu'il aurait dû être si on n'avait pas eu la pandémie. Ensuite, une autre question s'est posée. Est-ce qu'on peut reclasser les éléments récurrents des éléments non récurrents en disant, bah, écoutez, j'ai eu un certain nombre de charges que je n'aurais pas eu, je ne sais pas, moi, en termes d'organisation, de coûts, de frais, de masques, de mise aux normes, si je n'avais pas eu la Covid-19. Alors, selon le référentiel IFRS, de la même manière qu'on l'a eu pour les comptes pro forma, il n'est pas autorisé de reclasser les charges courantes aux charges non courantes. Vous devez présenter toutes vos charges de la même manière que si vous aviez arrêté vos comptes normalement. Donc, à partir de ce moment-là, si vous avez eu des frais complémentaires, on va dire courants, vous devez les laisser dans cette rubrique et ne pas les reglisser en non courant pour améliorer justement le résultat courant. Après, peut-être que des aménagements à la marge peuvent être entendus, mais là, il relève plus de l'appréciation spécifique à faire valider, évidemment, par vos commissaires aux comptes respectifs. Alors, quelles sont les conséquences de la Covid-19 sur la reconnaissance et l'évaluation des actifs, passifs, produits et charges? Alors, les IFRS et même la réglementation française prévoient déjà beaucoup de choses pour la gestion de cas exceptionnels. Si vous avez été touché par des incendies, des baisses d'activité, des changements de normes, finalement, le coronavirus, finalement, a les mêmes conséquences que si vous aviez eu un élément exceptionnel dans vos comptes. La seule chose, c'est qu'il touche vraiment toutes les sociétés et toutes les activités.
En premier lieu, la comptabilisation de l'activité partielle. Donc, l'activité partielle, future notamment, tout ce qui est à provisionner, ne peut pas être provisionné dans les comptes. Donc, si vous avez des coûts d'activité partielle qui sont en juillet, août ou septembre, qui concernent ces mois qui sont postérieurs à la clôture, vous n'avez pas le droit de les anticiper, vous n'avez pas le droit de les provisionner. Et également, si le salarié quitte l'entreprise, il n'a pas non plus droit à une indemnisation relative au chômage partiel. Donc là non plus, vous ne provisionnez pas, vous prenez le coût au moment où il se présente. Alors, les aides gouvernementales. Les aides gouvernementales peuvent être de plusieurs types. On l'a vu notamment en France, où on a eu des aides, notamment pour payer le chômage partiel jusqu'à 4 fois émis le SMIC. Donc, en IFRS, ça dépend de la norme IAS 12. D'accord? Donc, vous mettez ces aides normalement en moins de l'impôt, sauf à considérer que la remise d'impôt n'est qu'une modalité de paiement d'une subvention d'exploitation. Donc, vous avez aussi cette possibilité de reclasser certaines aides en subvention d'exploitation selon le cas et bien évidemment en respectant les conditions d'IAS 12. Mais imaginons que, voilà, dans certains pays, je crois que je pense à l'Espagne ou à l'Allemagne, vous avez eu certains crédits d'impôt, et ben vous les mettez à ce moment-là directement en moins de l'impôt en IAS 12. Alors, en plan comptable français, par contre, vous n'avez pas le choix, vous le mettez directement en moins de l'impôt et en crédit d'impôt sur la ligne du bas du compte de résultat. Alors justement, cela va avoir un impact sur l'établissement de votre preuve d'impôt. Donc cet état qui est obligatoire d'établir pour pouvoir définir le taux effectif d'impôt, eh bien dans notre logiciel de consolidation, on propose déjà au niveau du paramétrage standard d'établir une preuve de l'impôt au niveau des comptes sociaux, puis ensuite au niveau des comptes consolidés. Et à notre avis, il faudra utiliser la ligne crédit d'impôt qui existe déjà pour expliquer l'écart qu'on pourrait avoir entre le taux théorique et le taux effectif, et donc la charge d'impôt théorique et la charge d'impôt effective. Alors, la question brûlante pour toutes les sociétés, tous les groupes de sociétés, c'est de savoir comment on va tester, comment on va déprécier nos actifs, comment on va les évaluer, comment on va pouvoir appréhender au mieux la valeur des actifs du bilan consolidé. Alors, il est bien rappelé dans le document de l'ANC que la crise sanitaire ne constitue pas à elle seule un indice de perte de valeur. Donc, on doit se ranger derrière la norme IAS 36 et les tests de dépréciation usuels et faire les tests de dépréciation comme vous l'auriez fait au 31/12/2019 ou comme vous le ferez en fin d'année pour justement apprécier la valeur des actifs que vous avez au 30 juin. Donc, suivant des budgets qui sont revus, des rolling forecasts, suivant la baisse de revenus et suivant divers scénarios. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils disent à un moment donné, les scénarios sont tellement multiples qu'on vous conseille deux types de scénarios. Un scénario de retour rapide à l'équilibre de l'activité, c'est-à-dire l'activité repart et je reprends mon activité de manière globale sans trop de conséquences, en prenant juste en compte les 2 mois où j'ai été à l'arrêt, ou fortement impacté, on va dire, et un scénario avec des effets plutôt macroéconomiques où on dit finalement, mon marché va perdre 25%. Donc, comment je me situe avec cette perte de 25% et comment je vais faire pour pouvoir tester mes actifs. Alors, ce qui est important, c'est qu'au 30 juin, on n'a pas beaucoup de recul en fait. Personne n'a de boule de cristal, personne ne sait comment va se comporter le marché. Nous sommes tous dopés au PGE, notamment en France, où on a beaucoup de trésorerie, donc pour l'instant, tout va bien. Mais les plans d'activité sont incertains pour certaines activités. Donc, il faut faire attention de ne pas déprécier peut-être trop vite, trop tôt, parce que si vous le faites aux situations intermédiaires du 30 juin, et si jamais la situation s'améliore au 31 décembre, la dépréciation que vous passerez au 30 juin, notamment en IFRS, vous ne pourrez plus revenir dessus. Donc, si vous avez une dépréciation de 5 millions sur un actif et qu'au 31 décembre, elle n'est plus que de 3,
eh ben, elle sera actée au 30 juin et vous ne pourrez pas revenir. En revanche, pour les comptes français, là, la dépréciation, elle est temporaire pour la situation intermédiaire. Et au 31/12, si jamais vous avez une dépréciation moins importante que prévu, vous pourrez à ce moment-là déprécier pour 3 millions et non pour 5. Donc c'est là la principale différence entre les deux référentiels pour les deux tests de dépréciation. Alors, pour rappel, attention, les dépréciations doivent porter sur l'ensemble des actifs, à commencer par les goodwill, qui sont les premiers. Ensuite, les immobilisations incorporelles et corporelles, les droits d'utilisation, IFRS 16, que l'on a depuis peu, et effectivement aussi tout ce qui est participation, y compris les mises en équivalence, participation non consolidée en intégration globale, et toutes sortes d'actifs divers, y compris des prêts, des cautionnements ou des choses comme ça. Donc, par contre, pour rappel, attention, la dépréciation d'un goodwill est irréversible. Et donc, pour traiter toutes ces dépréciations, je laisse Valérie expliquer comment elle procède dans Talentia CPM. Oui, alors, toujours au niveau du paramétrage standard, nous avons déjà des tableaux préparatoires pour passer les écritures de dépréciation. Et donc, à notre sens, il faut continuer à utiliser ces tableaux puisque, comme vous l'a indiqué Pierre-Maxime, les tests de dépréciation vont se réaliser de la même manière. Et donc, voilà, j'ai pris un exemple avec une dépréciation à comptabiliser en contrepartie du résultat avec une écriture d'impôt différé qui se déclenche automatiquement à partir de cette base qui a impacté le résultat. Alors justement, sur l'appréciation des actifs et passifs, on a la particularité toujours des stocks qui peuvent représenter des montants importants pour beaucoup. Et avec la sous-activité qu'il y a eu, certaines valorisations automatisées dans les logiciels peuvent aboutir peut-être à une survalorisation pour ceux qui ne seraient pas en coût standard ou qui auraient des systèmes de valorisation qui prendraient en compte malheureusement la sous-activité. Alors, le référentiel IFRS est clair, la sous-activité ne peut pas être prise en compte dans le coût de production. Donc, si vous aviez l'habitude de produire 1 million d'unités et qu'au mois de mars et avril, vous avez produit 100 000 unités et que en ayant pourtant supporté 80% de vos coûts, ça n'en fait pas une augmentation du coût de production des stocks. Donc, si jamais vous avez des filiales qui vous ont remonté des stocks qui étaient impactés par la sous-activité, en compte consolidé, vous devez le retraiter pour enlever le montant des frais fixes affectables et toutes sortes de frais qui n'auraient pas dû y être ou qui auraient dû être diminués. Et donc, de la même manière, vous allez pouvoir utiliser un tableau qui permet de passer des écritures d'homogénéisation sur la valorisation des stocks, mais aussi j'ai indiqué par un commentaire que cette prise en compte d'une sous-évaluation du stock était liée à l'impact de la Covid-19. Donc, vous avez un commentaire qui permet d'expliquer pourquoi on va passer une écriture qui va donc venir diminuer la valeur du stock avec impact résultat. Et de la même manière, une écriture d'impôt différé automatique va se générer. Et donc, bien sûr, tous ces impacts, vous allez les retrouver sur la variation des capitaux propres. Alors justement, pour éviter la sous-activité, on m'avait posé la question sur la possibilité de suspendre les amortissements ou de les différer. A priori, les IFRS ont tranché et il n'y a pas de possibilité de report. À partir du moment où une immobilisation est en service, il n'est pas possible d'arrêter de l'amortir pendant la période où elle n'est pas utilisée, à moins qu'elle ne soit classée en actif en vue de la vente, donc IFRS 5, ou amorti suivant les unités d'œuvre produites. Alors, le cas d'amortissement suivant les unités d'œuvre produites, je ne l'ai jamais rencontré. Moi, j'ai toujours eu des amortissements par durée. Il peut exister, mais à mon avis, il est assez rare. Mais par contre, en fait, si vous avez des machines, vous continuez à les amortir tel que le plan d'amortissement était. Si vous voulez revoir le plan d'amortissement parce que la machine est moins usée, c'est un changement de plan d'amortissement. Et ça, évidemment, il faut que vous le validiez l'approche avec les commissaires aux comptes pour qu'ils puissent valider votre choix.
Si jamais certains pays, certaines filiales, alors c'était pas le cas en France, mais si certaines filiales, vous voyez que les amortissements des filiales que vous consolidez, l'amortissement est suspendu, à ce moment-là, il faut homogénéiser. Et pour ceux qui ont éventuellement l'outil CPM, vous pouvez à ce moment-là remettre les bons amortissements pour que le logiciel retraite l'amortissement. Voilà, donc là aussi, vous avez un rappel effectivement de l'amortissement qui a été comptabilisé en social, qui n'est pas celui que l'on doit voilà, avoir au niveau des comptes consolidés. Et donc la différence, là c'est 5000, eh bien, viendra alimenter une écriture d'homogénéisation, donc de correction de votre amortissement, toujours avec un impact automatique et un calcul de l'impôt différé correspondant. Alors, sur un des impacts qui nous concernent, c'est le PGE, prêt garanti par l'État, pour ceux qui l'ont demandé. Le PGE, il faut simplement le considérer comme un prêt classique. Donc, si vous êtes en norme française, vous le mettez en 164, emprunt auprès des établissements de crédit. D'accord? Et si vous êtes en IFRS, vous le mettez en passif non courant, sauf si à la clôture, vous avez une partie à moins d'un an. À ce moment-là, vous la mettrez en passif courant. Puisque le PGE, pour rappel, en fin d'année, au bout de 12 mois, vous avez le choix, soit vous le remboursez en une fois, si vous en avez la capacité ou si vous ne l'avez pas utilisé, soit vous pouvez l'amortir sur les 6 années qui restent, et à ce moment-là, vous l'amortissez par tranche. Donc, suivant le choix qui aura été décidé par votre direction sur ce PGE, vous le classerez en courant ou non courant pour la partie qui reste. Mais par contre, voilà, c'est bien un passif non courant à la base, puisque c'est un prêt sur du long terme. Alors, sur l'indemnisation de l'activité partielle, dans les deux référentiels, on a une certaine homogénéité, à savoir que vous avez deux choix. Soit vous le mettez en moins des charges de personnel, soit vous pouvez le mettre en subvention d'exploitation. Aujourd'hui, moi, j'ai pas suffisamment de recul sur le choix des sociétés que je suis. Je pense que ça sera vraiment une question au cas par cas. Mais c'est un peu comme le crédit d'impôt recherche. Beaucoup de sociétés le mettent aujourd'hui en moins des charges de personnel. Là, ça sera selon, mais les deux sont autorisés. Et évidemment, la comptabilisation se fait au même rythme que les charges qu'elles ont vocation à compenser. Donc, si vous avez un salaire de 100 et qu'on vous rembourse 70, à ce moment-là, vous comptabiliserez 70. Voilà. Au fur et à mesure que l'engagement est pris, vous avez le remboursement. Et si jamais vous touchez le remboursement en juillet, vous le provisionnez bien au 30 juin pour le récupérer. Alors, les renégociations de dette. Alors, également, beaucoup d'entreprises sont allées voir leur banque dans un premier temps, bien avant même l'obtention du PGE, qui est arrivé qu'à partir du 23-24 mars. Vous pouvez renégocier vos dettes. Beaucoup de banques ont suspendu les dettes. Alors, pas pour tous les emprunts, mais pour celles qui ont pu le faire, en fait, le traitement pour les IFRS, il est assez simple. On décomptabilise l'ancien passif, comme si on l'avait remboursé, et on comptabilise un nouveau avec justement à sa juste valeur. Et la différence de coût qu'on pourrait avoir entre les deux ou de valeur est immédiatement passée en résultat. Donc, si jamais vous avez eu des frais, vous avez eu des choses très particulières dans la négociation de dettes, et non pas simplement un échelonnement, on va dire, négociation de taux, négociation d'un certain nombre de choses, à ce moment-là, vous passez directement votre impact en résultat, en plus comme en moins d'ailleurs. Et pour le plan comptable général, pareil. Alors c'est pas écrit tout à fait de la même manière. On parle pas de juste valeur, mais en gros, on dit que s'il y a des coûts, on les passe en charge pendant la période où ça s'est produit. Alors, impact IFRS 16. Alors ça, c'est pas simple parce que c'est pas tout à fait tranché aujourd'hui par le board IFRS. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet. On va parler que chez le preneur, puisque le bailleur, c'est un cas encore plus particulier. Mais en gros, sur l'IFRS 16, il y a deux cas.
deux cas généraux. Si on a une modification de contrat, alors il y a ajustement du droit d'utilisation et étalement de la modification par le biais de l'amortissement. D'accord? Par contre, s'il n'y a pas de modification de contrat, il y a normalement comptabilisation de ce qu'on appelle un loyer négatif, donc directement en résultat. Et en fait, il y a beaucoup de sociétés qui ont eu des modifications de contrat puisqu'elles ont demandé à suspendre des paiements, elles ont reporté, le crédit bail pour certaines a été traité comme l'emprunt. Et du coup, il y a un projet d'amendement qui est en cours d'approbation. Alors, j'ai encore regardé hier, mais j'ai pas vu l'approbation. Si quelqu'un a plus d'infos, ben, je serai preneur, qui permettrait aux locataires de comptabiliser l'ensemble des aménagements dus à la crise du coronavirus directement en loyer négatif sans avoir besoin d'analyser s'ils sont consentis en application de clauses contractuelles ou légales gouvernant l'exécution du contrat. Donc en gros, c'est normalement, j'ajuste mon droit d'utilisation s'il y a un ajustement de contrat, mais là, exceptionnellement, il y aura un amendement qui me permettrait de tout passer directement en loyer négatif pour les aménagements. Mais ça, c'est pas encore, j'ai pas encore l'information pour le 30 juin. Voilà. Alors, fermeture d'une filiale ou d'un établissement. Donc là, c'est dans le cas où on a un abandon d'activité, une fermeture d'activité, un produit qui s'arrête. Je dis n'importe quoi, mais je ne sais pas s'il y a un consolideur d'Airbus dans la salle, mais la 380 est arrêtée, certaines chaînes de production diesel sont également arrêtées, des voitures et ainsi de suite. Donc à ce moment-là, c'est comment on comptabilise cet impact qui est indirectement lié à la Covid-19. En fait, il faut le traiter exactement pareil que si on avait arrêté l'activité dans un cadre tout à fait normal. On décide d'arrêter une activité, on se réfère à l'IFRS 5, d'accord? Et à ce moment-là, l'activité ou la filiale, puisque ça peut être une filiale complète, tous les actifs et passifs de cette filiale sont reclassés sur une seule ligne du bilan et une seule ligne du compte de résultat en actifs destinés à être cédés. Donc, je laisse Valérie pour la gestion d'Antalancia si elle veut faire une précision. Oui. Alors, vous avez déjà voilà, les trois comptes qui sont nécessaires pour passer une écriture manuelle où vous allez prendre les impacts qui concernent l'abandon de cette activité au niveau de chacun de vos postes du bilan actif, passif et compte de résultat et vous le retraitez sur voilà, ces comptes spécifiques. Maintenant, si vous avez beaucoup de traitements de ce genre, on a l'habitude pour certains clients de faire une mise en œuvre spécifique et de le gérer par saisie dans un compte, dans des comptes dédiés, dans un tableau dédié, et une écriture automatique vient ensuite retraiter ces différents éléments du bilan sur une ligne spécifique. Et l'impact également est traité du coup au niveau du tableau de flux de trésorerie. Donc voilà, soit écriture manuelle, soit écriture automatique après une mise à jour du référentiel. Alors, les covenants bancaires. Certains d'entre vous ont probablement des holdings avec un fort endettement, avec des obligations de covenant. Et effectivement, avec la baisse d'activité, il est fort probable que pour celles qui devaient les respecter, il y aura un bris de covenant. Donc, le non-respect des covenants bancaires peut activer une clause de remboursement anticipé ayant pour conséquence un reclassement des actifs et passifs non courants en courant. Donc là, en fait, il faut être simplement pragmatique, c'est de dire est-ce que mon covenant est brisé? Oui, non. Si oui, est-ce que j'ai un accord pour repousser la dette? Si oui, à ce moment-là, je reviens à la situation antérieure et donc je laisse mes passifs en non courant. Ou alors la banque ne donne pas d'accord et effectivement, vous devez mettre à ce moment-là tous vos passifs de dette bancaire à moins d'1 an. Alors le traitement est à peu près le même en plan comptable et IFRS. Vous avez la même, sans compter l'information en annexe, vous devez procéder au même traitement. Donc là aussi, dans le paramétrage standard, vous avez, dans la mesure où ce paramétrage, il est à la fois valable pour les comptes qui sont en CRC 9902 ou en IFRS, il y a déjà une écriture qui est prévue pour pouvoir faire un reclassement de non courant vers courant ou
Voilà. Donc, il suffit de renseigner la part courante pour les éléments, les dettes non courantes, et vous aurez une écriture automatique qui viendra reclasser, voilà, sur le compte courant. Alors, juste pour terminer, voilà, là c'est un aperçu rapide, mais il y a il y a une documentation qui est très très fournie par l'ANC et la CNCC. Je vous invite vraiment à la consulter. Vous trouverez vraiment tous les cas. En fait, tous les cas sont abordés. Si j'ai ce cas, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai celui-là, qu'est-ce qui se passe? Là, on a abordé les principaux, mais certains pourraient être intéressés par tout ce qui est couverture d'instruments financiers, dépréciation de certaines créances. Tout est indiqué. En fait, il y a juste à consulter, à regarder. Et Valérie et moi, enfin, à travers la plateforme, là, vous mettrons à disposition les 2 documents que vous pourrez télécharger et consulter. Valérie, je vous... Oui, alors, c'est plutôt vous, Pierre-Maxime. Ah, c'est pour moi, oui, d'accord. Alors, simplement, on est rentré vite dans le sujet. Alors, moi, je suis gérant du cabinet ITAC que j'ai fondé en 2012. C'est un cabinet qui a une vocation à faire de l'audit et de la consolidation, un peu d'expertise grand compte sur tout ce qui est intégration fiscale, fusion, mission un peu particulière. On est aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs, on a une vingtaine de missions de conso, on a quelques dossiers en IFRS, dont deux côtés, et on est situé à Grenoble, Lyon et Dakar depuis peu, où on a ouvert une antenne et on vient de récupérer notre premier dossier de consolidation avec une maison mère à l'île Maurice. C'est assez exotique, mais c'est vraiment intéressant. Et voilà, et on a des clients à peu près de toute activité, de tout secteur. Et on a un site internet si vous souhaitez le regarder. Voilà. Et nous, donc Talosia Software, nous sommes un des principaux éditeurs internationaux de solutions de digitalisation, des fonctions RH, mais également finance pour les ETI. Donc, nous développons des solutions de gestion de la performance financière avec prise en compte des problématiques de comptabilité, consolidation, reporting et élaboration budgétaire, mais également des RH avec paye RH, mais également gestion des talents, gestion administrative des collaborateurs. Nous sommes un groupe français, mais avec une forte présence en Europe du Sud. Et nos solutions sont complètes, intégrées, adaptées à la complexité spécifique que doivent gérer les ETI. Nous avons plus de 3600 entreprises qui utilisent nos solutions pour simplifier la gestion de leur complexité financière et RH. En 2018, nous avons réalisé 70 millions de chiffre d'affaires avec 430 collaborateurs. Donc, on vous propose une plateforme unique qui s'appelle Talosia Financial Suite et qui va vous permettre de gérer, sur une même plateforme, à la fois la gestion financière, le pilotage de la performance, la consolidation, mais également la clôture. Et du coup, tous les acteurs de la finance peuvent partager en temps réel la même information de manière sécurisée et avec une formation adaptée à chacun des collaborateurs qui vont l'utiliser. Donc maintenant, je pense qu'on peut passer à vos questions si vous en avez. Donc j'ai vu au niveau du chat qu'il y avait eu une petite question technique. Pierre-Maxime, je pense que... Alors, c'est laquelle? Alors, si vous allez dans Favoris, voilà. Un favori, d'accord. Vous avez la question de Meriem et vous avez Marco qui a répondu. Donc, Alors, voilà, le chômage partiel ne peut pas être comptabilisé en moins des charges de personnel au même titre que le CICE. Si, en fait, le chômage partiel peut être comptabilisé en moins des charges de personnel, c'est indiqué dans le document. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Et le schéma de comptabilisation au moment du 641. Alors, oui, alors, le schéma de comptabilisation, moi, que j'ai en tête, c'est je crédite mon 641
je débite mon 443 et après, quand j'encaisse mon avantage, je débite ma banque et je crédite mon 443 qui est soldé. Voilà. Après, est-ce que c'est un 641.4, un 641.8? Je crois que ça peut être un 641.4 ou même enfin, tant que ça reste dans les charges de personnel, vous êtes pas, vous êtes bien comme ça. Alors, on a Alors, une n'hésitez autre pas. question. Oui, Oui. IFRS 16 sur les crédits baux, nous avons eu des reports de financement. Comment sera traité? Crédit bail, IFRS sur les crédits baux, nous avons eu des reports de financement. Comment il sera traité? Eh ben, comment ça s'appelle? En IFRS 16, IFRS 16, hein, on est d'accord, sur des crédits bail. Alors, si c'est un crédit bail, vous traitez exactement de la même manière, c'est-à-dire que quand vous avez votre actif et votre dette, d'accord, votre dette est rééchelonnée. Donc, votre loyer, justement, est suspendu. Donc, vous n'avez pas à retraiter votre loyer. Donc, à partir du moment où vous ne retraitez pas votre loyer, vous n'annulez pas votre emprunt. Par contre, comme il est indiqué, le bien étant toujours utilisé, vous continuez à l'amortir. Donc, moi, ce que je ferais à ce moment-là, effectivement, c'est que si j'ai une suspension de ma redevance de crédit bail, bah, du coup, je n'ai pas à la retraiter dans les comptes, ou alors juste en partie si elle est très faible. Mais par contre, je continue à amortir mon bien suivant le rythme d'amortissement que vous avez choisi. Je crois qu'on a un message non lu. Je crois. Allô, un report de l'eau. Ouais. Oui. Oui, du coup, c'est un report de loyer. C'est ça, c'est un report de loyer, oui. Oui. Mais en fait, comme on transforme comment s'appelle la redevance en actif et en emprunt, comme si on avait acheté le bien en emprunt, en fait, on le traite exactement de manière que si on avait eu un emprunt, directement. On va clore peut-être ce webinaire. Nous n'avons plus de questions. N'hésitez pas si... N'hésitez pas à mettre des questions, si vous avez des questions dans les commentaires à la fin du webinaire. On reviendra vers vous d'une façon individuelle pour y répondre. N'hésitez pas non plus à noter ce webinaire à la fin du webinaire. Voilà. Je laisse le mot de la fin à Pierre-Maxime et à Valérie, que je remercie infiniment pour cette présentation. Bah écoutez, on vous remercie beaucoup pour cette présence en ligne. En tout cas, voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir une approche pragmatique de la chose, à savoir vous comptabilisez votre activité comme d'habitude, et quand vous rencontrez une difficulté, je vous invite simplement à aller regarder le cas qui est traité par le board IFRS ou l'ANC, qui vous dit exactement quoi faire, et c'est assez simple à suivre, il n'y a pas trop à se poser de questions. Donc voilà, n'hésitez pas à les télécharger, on les mettra en ligne en téléchargement et comme ça vous les aurez. Surtout, n'oubliez pas, ils sont remis à jour régulièrement, donc allez aussi de temps en temps sur le site de l'ANC pour télécharger les dernières versions. Il y en a eu 3 pendant la Covid-19. Et sinon, au niveau de l'application dans votre outil de consolidation, donc soit, voilà, on l'a déjà prévu parce que finalement, voilà, c'est un traitement classique, soit on peut vous apporter notre conseil quant à la mise en œuvre. En tout cas, merci. Merci à vous.